Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. S'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Entrons dans l'histoire. La résidence des James se dressait, imposante, nichée parmi des rangées d'autres demeures opulentes dans l'un des quartiers les plus prestigieux du pays. Ses portails immenses, ses méticuleusement taillés et ses fontaines en marbre donnaient une impression de paix et de perfection. Mais entre ces murs, à l'abri des regards du public, vivait une femme dont la vie était tout sauf parfaite. Susan James, grande, élégante, avec une peau brune et riche et des yeux qui brillaient autrefois de rêve, se déplaçait comme un fantôme dans sa propre maison. Ses journées étaient remplies de silence, non pas parce que la maison était vide, mais parce que l'homme qu'elle appelait son mari la traitait comme si elle n'existait pas. Sa présence était tolérée, pas chérie. Les grands halls ne résonnaient que de ses pas, et les sourires qu'elle affichait étaient répétés. À seulement 30 ans, Suzanne paraissait plus âgée, non pas à cause de l'âge, mais de la douleur. Sa voix était devenue plus basse au fil des ans, son rire avait complètement disparu, et son cœur portait des cicatrices qu'elle seule pouvait sentir. Elle avait rêvé d'un mariage aimant, de joie, de souvenirs partagés, mais la réalité lui avait offert un arrangement froid habillé de vêtements coûteux. Daniel James était tout ce que la société célébrait, grand, brillant et d'une beauté dévastatrice. PDG de l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du pays, il était adoré dans les salles de conseil, admiré lors des galas et respecté par les autres élites. Mais rien de tout cela ne reflétait qu'il était derrière les portes closes. Pour Suzanne, il était une tempête déguisée en rayons de soleil. En public, il posait une main sur son dos, l'appelait « ma chère » et lui embrassait le front comme un mari dévoué. Mais en privé, ses mots étaient des poignards et son silence était de glace. Il ne lui parlait que lorsque c'était nécessaire, et même alors, c'était de manière brève, impersonnelle et sèche. Il n'y avait pas de « bonjour », pas de « comment s'est passée ta journée », juste une existence mécanique qui lui donnait l'impression d'être une étrangère dans son monde. Il ne lui avait jamais dit qu'il l'aimait, pas même le jour de leur mariage. Ce jour-là avait été davantage un spectacle pour les médias et les investisseurs qui voyaient la stabilité comme une vertu. Suzanne, aveuglée par l'affection et la naïveté, avait cru que l'amour grandirait. Mais chaque année qui passait, son espoir se flétrissait comme une fleur privée d'eau. Suzanne n'avait pas d'enfant sur qui concentrer son attention, ce qui était devenu une blessure silencieuse dans son cœur. Chaque mois apportait une nouvelle vague de déception, chaque test donnant le même résultat. Négatif. Elle avait consulté des médecins, modifié son alimentation, prié, jeûnait, mais rien ne changeait. Daniel ne l'accompagnait jamais à ses rendez-vous. Il ne demandait jamais les résultats. En fait, il évitait complètement le sujet, sauf pour lui faire des reproches subtils. Certaines femmes sont simplement faites différemment. Avait-il dit un jour avec un haussement d'épaule, sa voix empreinte de mépris. Cette phrase résonnait dans l'esprit de Suzanne plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se demandait si elle était peut-être maudite. Peut-être qu'elle n'était pas suffisante. Les femmes de ménage et les chauffeurs chuchotaient, croyant qu'elle ne les entendait pas. Ses beaux-parents faisaient des remarques passives-agressives. Et à travers tout cela, Suzanne portait seule la honte, même si personne n'avait jamais prouvé la cause. Pourtant, elle restait, non par faiblesse, mais parce qu'elle croyait en la loyauté, en ses vœux et en l'espoir que l'amour pouvait s'apprendre. Mais Daniel ne voulait pas apprendre. Il avait construit des murs trop hauts pour qu'elle puisse les escalader. Pourtant, la force de Suzanne résidait dans sa manière silencieuse d'endurer. Tandis que Daniel se baignait dans les louanges du monde, elle menait des batailles que personne ne pouvait voir. Elle cuisinait encore parfois pour lui, même quand il ne mangeait jamais. Elle repassait encore ses chemises lorsque le personnel oubliait. Elle attendait encore sur le balcon certains soirs, espérant qu'il remarquerait sa présence, espérant qu'il lui offrirait un mot ou même un regard. Et quand il ne le faisait pas, elle rentrait et pleurait seule. Elle écrivait dans un journal des pages remplies des rêves d'un mariage qu'elle n'a jamais pu vivre. Ses amis avaient cessé d'appeler depuis longtemps. Elle s'était éloignée d'eux pour protéger l'image de son foyer. Mais au fond d'elle, elle était fatiguée. Fatiguée d'être seule dans un mariage. Fatiguée de prétendre que tout allait bien. Fatiguée d'être invisible. Au cœur d'un manoir où le luxe débordait, l'amour était la seule chose qu'elle n'avait jamais reçue. Elle avait commencé à se demander si elle le recevrait un jour. Ruth n'était pas une ombre dans le mariage de Suzanne.
Elle était une tempête qui avait fait irruption par la porte d'entrée. Avec son rouge à lèvres audacieux, ses talons qui claquaient comme des sonnettes d'alarme et un rire qui agaçait Suzanne, elle n'essayait pas de se cacher. Elle se pavanait dans la vie de Daniel comme si elle y avait sa place et regardait Suzanne comme si elle n'était qu'un meuble démodé, quelque chose à écarter. Le pire, Daniel le permettait. Non, il l'encourageait. Il amenait Ruth aux mêmes réceptions où Suzanne l'accompagnait autrefois, la présentait à ses amis et collègues comme son associé, et la laissait se prélasser dans leur salon, les pieds posés sur des tables que Suzanne avait autrefois polies avec fierté. Le personnel ne savait pas comment réagir. Certains regardaient avec confusion. D'autres, qui avaient surpris les disputes de Daniel avec Suzanne, chuchotaient dans les coins que Ruth était la vraie maîtresse de maison. Et bien que Suzanne essaya de paraître impassible, son âme se désagrégeait. Ce qui était autrefois de la douleur commençait à ressembler à de l'engourdissement. Elle se déplaçait dans sa maison comme une étrangère, sa personnalité autrefois vibrante maintenant réduite au silence. Daniel et Ruth partageaient une alchimie qui frisait le danger. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la complaisance. Daniel trouvait Ruth excitante, imprévisible, rebelle face à la digne quiétude de Suzanne. Ruth faisait des blagues aux dépens de Suzanne, la surnommant bruyamment la nonne, se moquant de ses vêtements conservateurs et de son attitude calme. Un soir, lors d'un dîner privé organisé dans leur manoir, Ruth a ri si fort qu'elle a renversé son verre en plaisantant que Suzanne était si stérile que même les fleurs refusaient de pousser près d'elle. Les invités gloussèrent nerveusement, ne sachant comment réagir. Daniel ne dit rien. Aucune correction, aucune défense. Il se contenta d'un sourire narquois, comme si Ruth avait dit quelque chose d'intelligent. Les yeux de Suzanne brûlaient de larmes non versées, mais elle les retint. Elle avait appris à ne pleurer qu'en privé. L'humiliation publique était devenue une partie de sa routine. La femme qu'elle pensait autrefois être la compagne de son mari était maintenant devenue sa tortionnaire. Daniel appréciait cela. La présence de Ruth lui donnait une excuse pour traiter Suzanne encore plus mal qu'avant. Il ne se souciait plus de cacher son dégoût pour elle. Et bien qu'il n'ait jamais levé la main sur elle, sa violence psychologique était plus profonde que n'importe quel coup. Les moments les plus cruels n'étaient pas ceux qui se passaient en public, mais ceux en privé, quand Suzanne essayait de s'exprimer et se heurtait au mépris. Peut-être que si tu te comportais comme une vraie femme, je n'aurais pas à chercher ailleurs, avait dit Daniel un jour, la voix glaciale alors qu'il parcourait son téléphone. Quand Suzanne a suggéré une thérapie de couple, il s'est moqué, disant « Ce n'est pas un conte de fées, Suzanne. Tu ne vas pas te frayer un chemin vers un bébé avec une thérapie. » Ces mots s'enfonçaient en elle comme des griffes. Ruth, enhardie par l'attitude de Daniel, appelait à des heures indues, même pendant les dîners de famille. Suzanne a un jour trouvé le courage de dire « Ce n'est pas bien, Daniel. Nous pouvons arranger ça. » Ce à quoi il a répondu par un rire si cruel qu'il a résonné dans le couloir. « Arranger quoi? Toi, crotchetail. C'est toi le problème, Suzanne. Tu ne peux même pas me donner un enfant. » C'était sa phrase préférée. C'était son arme, et Ruth l'aiguisait pour lui. Ensemble, ils formaient une tempête d'humiliation à laquelle Suzanne ne pouvait plus échapper. Aux yeux du monde, Daniel James était un homme béni par le succès, le charisme et une vie de famille éblouissante. En réalité, c'était un homme ivre de pouvoir et d'orgueil, et Ruth nourrissait cette addiction comme si c'était du champagne lors d'un banquet. Elle encourageait chaque insulte, chaque offense envers Suzanne, disant à Daniel qu'il méritait mieux. Et aux yeux de Daniel, mieux signifiait fertile, à la mode et fougueuse. Suzanne, avec son cœur tranquille et sa nature douce, était rejetée comme un costume de la saison passée. Il y avait des jours où elle envisageait de partir. Des jours où elle se tenait à la porte avec une valise faite, puis faisait demi-tour, les larmes coulant alors qu'elle se souvenait de ses vœux. Mais même une femme faite de bonté a ses limites. Et bien qu'elle ne le sût pas encore, sa vie était sur le point de changer d'une manière qui secourait les fondations même de ceux qui essayaient de la briser. Le silence dans la maison était devenu insupportable. Suzanne se surprenait à parler à voix haute juste pour entendre une voix, même si ce n'était que la sienne. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner préféré de Daniel, des œufs brouillés, du pain grillé et des tomates grillées, même si elle savait qu'il ne le mangerait pas. Elle laissait le repas sur la table de la salle à manger avec une serviette soigneusement pliée à côté de l'assiette, espérant que peut-être aujourd'hui il le remarquerait. Il ne le fit jamais. Au lieu de cela, il passait devant,
le parfum de Ruth s'accrochant encore au col de sa chemise. Suzanne n'était pas stupide. Elle savait reconnaître quand un homme venait de quitter le lit d'une autre femme. Mais elle était pleine d'espoir, pathétiquement pleine d'espoir. Elle a tout essayé pour le faire revenir. Elle a changé de coiffure, acheté de la lingerie qu'elle était trop timide pour porter, et a même préparé un dîner aux chandelles. Elle a attendu des heures cette nuit-là, assise seule à table jusqu'à ce que les bougies se consument en flaques de cire. Il ne s'est jamais montré. Plus tard, elle a découvert qu'il avait emmené Ruth dans un restaurant sur le toit en ville, le même endroit où il avait emmené Suzanne pour leur 3e anniversaire de mariage. Il y avait des moments où Suzanne pensait à affronter Ruth directement, à lui demander pourquoi elle la détestait si profondément. Mais à quoi bon? Ruth n'était pas le problème, c'était Daniel. Il l'avait laissé entrer. Il l'avait diverti, protégé et lui avait donné du pouvoir. Pourtant, Suzanne ne pouvait se résoudre à partir. Elle avait grandi dans un foyer où sa mère lui disait « On ne renonce pas à ses vœux. On prie à travers la douleur. » Et c'est ce que Suzanne a fait. Elle a jeûné, elle a prié, elle a même rendu visite à un prophète qui la oint d'huile et lui a dit « Dieu restaura ce que l'ennemi a volé. » Mais combien de temps fallait-il pour la restauration? Combien de larmes cela exigeait-il? La nuit, Suzanne se recroquevillait sous la couette coûteuse, chuchotant des versets d'espoir à travers ses sanglots, essayant de ne pas réveiller les domestiques qui la plaignaient déjà. Son mariage ne s'effondrait pas seulement, il l'étouffait, et elle était trop loyale pour crier. Daniel commença à s'absenter davantage. Il ne faisait même plus semblant de dormir dans la même chambre. Certaines nuits, il ne rentrait pas du tout. Suzanne restait éveillée, la lampe de chevet projetant un halo doré sur ses mains jointes, attendant. Elle se disait qu'elle voulait juste savoir qu'il était en sécurité, mais au fond, elle connaissait la vérité. Elle attendait un miracle. Elle attendait qu'il entre et réalise ce qu'il était sur le point de perdre. Mais Daniel ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, quand il revenait, c'était avec une démarche assurée et une eau de Cologne qui n'était pas la sienne. Il ne la saluait plus. Quand elle essayait de parler, il la repoussait d'un geste de la main. « Je suis fatigué » marmonnait-il. Et quand elle insistait, demandant 5 minutes de son temps, il explosait. « Pourquoi es-tu si nécessiteuse » a-t-il crié un jour. « Tu ne peux pas me donner un enfant, et maintenant tu veux me sucer le reste de vie. » Les mots frappèrent comme la foudre. Suzanne ne pleura pas devant lui ce jour-là. Elle hocha simplement la tête, retourna dans la chambre et ferma doucement la porte derrière elle. Même si tout s'effondrait autour d'elle, Suzanne s'accrochait à la conviction que peut-être, si elle faisait ses preuves, si elle lui montrait qu'elle pouvait changer, il trouverait une raison de rester. Elle a commencé à se réveiller plus tôt, à s'habiller avec plus de style, apprenant même des techniques de maquillage à partir de vidéos YouTube dans l'intimité de sa salle de bain. La première fois qu'elle a porté du rouge à lèvres rouges et une robe jusqu'aux genoux, Daniel a à peine levé les yeux de son téléphone. « Essayer trop fort ne te va pas » marmonna-t-il avant de sortir. Suzanne resta là, son reflet se moquant d'elle. Son cœur se brisait un peu plus chaque jour, mais elle continuait à le rafistoler avec des pansements de foi, de pardon et de souvenirs de temps meilleurs. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que l'amour, le vrai amour, n'exige pas de performance. Et l'homme qu'elle essayait de sauver n'avait jamais essayé de la sauver. Mais le jour du jugement approchait. Les graines de la douleur semées en silence prenaient racine. Et bientôt le monde serait témoin de la récolte. Daniel en avait assez du silence de Suzanne. Son calme imperturbable était devenu une épine dans son pied. Il voulait qu'elle craque, qu'elle crie, qu'elle lui donne une raison, n'importe quelle raison, de la jeter dehors sans culpabilité. Ruth, toujours désireuse de lui plaire, lui a suggéré une idée un soir alors qu'il se prélassait dans une suite d'hôtels de luxe. « Il faut lui faire honte » dit Ruth avec un sourire narquois, les jambes élégamment croisées. Elle est trop calme. C'est agaçant. Donnons-lui une raison de pleurer. Daniel n'a pas protesté. Dans son esprit, le mariage était terminé depuis longtemps. Il ne voyait plus Suzanne comme sa femme, mais comme un fardeau dont il avait été trop paresseux pour se débarrasser. Ruth proposa d'organiser un dîner privé dans leur manoir, qui réunirait des amis proches et des partenaires commerciaux sous le prétexte d'une soirée de célébration. Mais le véritable plan était simple, faire honte à Suzanne. Elle n'est pas du genre à répondre en public, ajouta Ruth. Elle s'y recroquevillera. Et quand elle le fera, tu auras la scène parfaite pour sortir. Les préparatifs pour le dîner commencèrent. Le personnel de maison,
ignorant les intentions cruelles derrière l'événement, travailla sans relâche pour nettoyer le manoir, polir les sols et préparer le menu. Suzanne, désespérée de plaire, se chargea des décorations. Elle veilla tard pendant des jours, choisissant à la main les fleurs et les arrangements de table, pensant, naïvement, que ce dîner était peut-être la façon de Daniel de se réconcilier. L'espoir, bien que meurtri et battu, s'accrochait encore à son cœur. Elle imaginait que peut-être, juste peut-être, Daniel avait écouté ses prières et voulait essayer à nouveau. Elle portait une robe en dentelle bleue ce soir-là, la même qu'elle portait pour leur 2e anniversaire, et avait coiffé ses cheveux comme Daniel les aimait autrefois. Mais son sourire s'effaça lorsqu'elle vit Ruth arriver, drapée au bras de Daniel dans une robe rouge flamboyante qui moulait son corps comme le péché. Ruth embrassa Daniel ouvertement sur la joue, puis balaya Suzanne du regard de la tête aux pieds, riant doucement sous cape. Le dîner a commencé. Le vin coulait, les assiettes s'entrechoquaient et les rires remplissaient la salle. Mais sous la gaieté se cachait une tension que seule Suzanne pouvait sentir. Quand Daniel s'est levé pour porter un toast, elle s'attendait à ce qu'il parle de leur parcours commun, de leur croissance partagée, peut-être même de leur projet. Au lieu de cela, il se tourna vers elle, leva son verre et dit « À la femme qui a fait de son mieux, mais qui n'a tout simplement pas pu me donner ce dont j'avais besoin. » La salle devint silencieuse. Des chuchotements bourdonnaient comme des mouches. Le visage de Suzanne se figea, ses yeux clignant rapidement comme si elle ne l'avait pas bien entendu. Ruth gloussa et applaudit lentement, ses yeux brillants de méchanceté. « Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour la maternité, » dit-elle en levant son propre verre. Des rires éclatèrent chez quelques invités, ne sachant s'il fallait être choqués ou amusés. Suzanne resta là, figée, les yeux vitreux. Daniel ne s'arrêta pas, et c'est pourquoi j'ai décidé qu'il était temps de passer à autre chose. La vie est trop courte pour attendre des miracles. Il trinqua avec Ruth. À de nouveaux commencements. Suzanne quitta la pièce sans un mot. Elle se dirigea vers sa chambre, ferma la porte et s'effondra sur le sol. Les murs tournaient. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Elle voulait crier, mais ne trouvait pas sa voix. Tout ce qu'elle avait fait, tout le pardon qu'elle avait offert, toutes les années qu'elle avait sacrifiées, réduites à une plaisanterie publique. L'homme qu'elle avait tant aimé était devenu son bourreau, et la lame était le rire. Assise sur le carrelage froid, les genoux ramenés contre sa poitrine, elle réalisa que quelque chose avait changé en elle. Pas seulement son cœur, mais son âme. Quelque chose s'était brisé. Elle n'était pas en colère. Non, elle en avait fini. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Mais pour la première fois, elle accepta que l'homme qu'elle avait autrefois appelé son mari n'avait jamais été vraiment le sien. Et quel que soit l'avenir qui l'attendait, il n'inclurait pas de le supplier de rester. Le lendemain matin n'apporta aucun soulagement à Suzanne. La maison était silencieuse, mais le silence semblait différent, plus épais, final. Elle avait à peine dormi. Ses yeux étaient gonflés par des heures de pleurs silencieux, son cœur lourd comme une ancre dans sa poitrine. Elle était assise près de la fenêtre, regardant le jardin qu'elle avait passé des années à entretenir, la seule partie de la maison qui lui semblait encore appartenir. Les roses étaient en fleurs, se moquant d'elle avec leur fertilité. Elle entendit des pas, suivis par le bruit des roulettes de valises sur le sol en marbre. Quand elle se retourna, elle vit deux des femmes de ménage, celle qui la saluait autrefois par « Madame », traînant sa valise vers la porte. Confuse, elle se leva et s'approcha, pour trouver Daniel debout derrière elle, tenant une enveloppe blanche à la main. « C'est fini », dit-il platement, comme s'il parlait de la météo. « J'ai déposé les papiers il y a des semaines. Tu les trouveras à l'intérieur. Signe-les. » Les lèvres de Suzanne tremblèrent. « Daniel, s'il te plaît. »« Nous pouvons arranger ça, » murmura-t-elle. « Ne fais pas ça. Nous nous sommes fait des vœux. Les vœux n'ont pas d'importance quand il n'y a rien pour les justifier. La coupe a-t-il 5 ans, Suzanne. 5 ans et même pas une fausse couche. J'ai assez attendu. » Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle tendait la main vers lui. Il recula comme si son contact était du poison. « Je ne suis pas le problème, » dit-elle doucement. Le docteur a dit. Daniel Ridham Mirmet. Les docteurs mentent pour réconforter les femmes comme toi. Peut-être que tu es juste brisé. Accepte-le. Puis, comme sur un signal, Ruth entra, vêtue d'une des robes de chambre en soie de Suzanne, s'étirant comme une lionne. « Bonjour, reine stérile », ronronna Ruth, un sourire narquois aux lèvres alors qu'elle s'appuyait sur l'épaule de Daniel.
Tu as de la chance qu'il ait même attendu aussi longtemps. La plupart des hommes seraient partis après la 2e année. Susan se retourna, humiliée. On lui mit sa valise dans la main et on lui ouvrit la porte d'entrée. Ruth la suivit dehors et lui lança une dernière insulte. « Ne t'inquiète pas. Nous transformerons ton ancienne chambre en nurserie. » Sans argent, sans famille proche et sans endroit où aller, Suzanne errait dans les rues sans but. Son esprit tourbillonnait dans le chaos. Comment sa vie avait-elle pu s'effondrer si rapidement? Quelques jours auparavant, elle était encore une épouse, s'accrochant encore à l'espoir, croyant encore que l'amour pouvait être sauvé. Maintenant, elle était sans abri, brisée et sans enfant, marchant dans les rues avec les mêmes vêtements dans lesquels elle avait été jetée dehors. Elle s'arrêta à un arrêt de bus, serrant fermement son sac à main, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler à nouveau. Un passant la regarda avec pitié, mais continua son chemin. Le monde n'avait pas de place pour les gens comme elle, des gens qui avaient tout donné pour être jetés comme des ordures. Elle pensa à aller chez une amie, mais réalisa qu'elle avait repoussé tout le monde en essayant de protéger l'image de son mariage. Seule, complètement seule, pas même un endroit pour reposer sa tête. La batterie de son téléphone était à plat. Elle n'avait même pas assez d'argent pour manger. Alors que le soleil commençait à se coucher, Suzanne s'assit sur le trottoir devant un magasin fermé, serrant ses genoux. Elle avait tout perdu. Cette nuit fut longue et impitoyable. Le trottoir était froid, et le klaxon occasionnel d'une voiture la réveillait en sursaut chaque fois qu'elle s'assoupissait. Son téléphone était mort. Son esprit, encore plus mort. Tout ce qu'elle avait dans son sac à main, c'étaient les papiers du divorce, quelques billets de Nera froissés, et une vieille photo d'elle et de Daniel datant de temps plus heureux. Son estomac gargouillait. Sa tête lui faisait mal, mais elle restait assise, trop brisée pour bouger. À l'aube, elle se leva enfin, épousseta sa robe et se remit à marcher. Elle ne savait pas où elle allait. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait s'éloigner le plus possible de cette maison, de Ruth, de la trahison. Elle a traversé la rue, les yeux dans le vague, à peine consciente de son environnement. Et c'est là que c'est arrivé. Le crissement des pneus. Le cri d'un homme en panique. Un impact soudain. Et puis, le noir. Le monde s'est estompé. Le soleil était levé depuis longtemps, mais Suzanne ne l'avait pas remarqué. Ses yeux étaient ouverts, mais sa vision était faible, aveuglée non par l'obscurité, mais par un chagrin si dense qu'il l'engloutissait complètement. Ses jambes bougeaient, mais il n'y avait pas de destination. Elle avait quitté le manoir de Daniel le matin précédent, ne sachant pas où elle allait, et maintenant, plus de 24 heures plus tard, elle marchait toujours. Sa belle robe bleu ciel était maintenant froissée et tachée de poussière. Ses chaussures avaient perdu leur forme, et ses épaules autrefois fières étaient voûtées par l'épuisement. Elle n'était plus que l'ombre de la femme qui organisait autrefois des événements caritatifs et dînait aux côtés de son mari lors de réceptions d'élite. Maintenant, elle n'était plus qu'un corps en mouvement, errant dans le chaos de la circulation de Lagos, où personne ne s'arrêtait pour lui demander si elle allait bien. Les vendeurs de rue criaient leurs prix, les receveurs de bus interpellaient les passagers, les klaxons des voitures retentissaient furieusement, mais tout cela passait à travers ses oreilles comme le vent à travers du verre brisé. Elle entendait tout, et pourtant rien. La ville continuait sa route, et elle aussi, sauf qu'elle n'avait aucune idée de la direction qu'elle prenait. Ses pensées étaient confuses, des souvenirs de son mariage, de sa première frayeur de fausse couche, la voix en colère de Daniel disant « Tu n'es qu'un vaisseau vide ». Le rire de Ruth, le silence de Daniel, le bruit d'un verre de vin se brisant la nuit où il lui a dit qu'elle était une déception. Tout cela tournait en boucle dans sa tête comme un disque rayé. Par moments, elle chuchotait pour elle-même, prononçant des prières ou des phrases sans lien. Elle passa devant des étals ouverts, longea des caniveaux, passa devant des arrêts de bus poussiéreux et fixa même des véhicules en mouvement comme si elle essayait de reconnaître un visage, bien qu'elle ne sût pas lequel. Personne ne la regarda à deux fois. Quelques hommes la sifflèrent, l'un essaya de la toucher, mais elle avança, l'air absent. Un groupe de filles vendant des fruits la regarda avec méfiance, chuchotant entre elles alors qu'elle passait. « Cette femme ne va pas bien », dit l'une d'elles. « On dirait qu'elle a tout perdu. » Elles avaient raison. Suzanne avait perdu sa maison, sa fierté, son mariage et l'homme pour lequel elle priait chaque nuit. Mais ce qui la hantait le plus, ce n'était pas de s'être perdue elle-même. Elle s'était volontairement livrée au mauvais homme, et maintenant elle ne savait pas comment revenir en arrière. Quelque part près du rond-point d'une autoroute très fréquentée,
Suzanne errait dangereusement près du trottoir. Sa tête tombait, ses mains pendaient mollement à ses côtés. Un petit garçon vendant de l'eau en bouteille lui tira le coude. « Tati, ne traverse pas comme ça. »« Oh » l'avertit-il. Elle cligna des yeux, le voyant à peine, puis fit un signe de tête fatiguée et continua à marcher. Le bruit autour d'elle s'intensifia, des voitures qui accéléraient, des pneus qui crissaient, des gens qui criaient. Pourtant, elle marchait. Elle a fouillé dans son sac à main, a sorti une photo froissée de son mariage, l'a regardée d'un air absent et l'a remise dedans. Ses pas sont devenus plus lents, plus lourds, plus désorientés. Elle ne pleurait plus, elle n'en avait plus la force. Il n'y avait pas de colère sur son visage, ni de confusion. Seulement l'immobilité. Elle atteignit un passage étroit sur la route et commença à traverser, sans vérifier si c'était sûr. Sans s'en soucier. Son esprit était loin, dans un endroit où la douleur n'existait pas, ou peut-être quelqu'un l'aimait pour ce qu'elle était. Puis, tout s'est passé en même temps. Un SUV noir a tourné au coin à toute vitesse, faisant partie d'un convoi rapide aux sirènes hurlantes. Les pneus ont crissé. Les klaxons ont retenti. Des voix ont crié. Mais Suzanne ne les a pas entendues. Elle s'est engagée dans la rue comme si c'était une ruelle tranquille, ne réalisant pas le danger. Au moment où la voiture de tête est apparue, les yeux du conducteur se sont écarquillés d'horreur. « Madame !» a crié quelqu'un. Le corps de Suzanne se figea en plein pas. Il n'y avait pas le temps de bouger, pas le temps de réagir. Le véhicule la percuta avec un bruit sourd et sec. Son corps fut projeté sur le côté, les bras écartés, sa robe s'enroulant autour d'elle comme des ailes. Elle heurta violemment le sol, roula une fois et resta immobile sur le bord de la route. Le convoi s'arrêta brusquement. Les passants criaient. Les téléphones sortirent. La foule se précipita. Et alors que la poussière retombait, tout ce que l'on pouvait voir était une silhouette immobile sur la route, Suzanne. La femme que personne ne voyait, gisant maintenant là où personne ne pouvait l'ignorer. Et puis, le silence. Le convoi s'arrêta brutalement, provoquant une réaction en chaîne de confusion et de chaos. Des cris éclatèrent alors que les gens couraient vers la scène, se bousculant en criant d'alarme. Des escortes armées de la garde présidentielle sortirent de leurs véhicules, aboyant des ordres pour disperser la foule qui se rassemblait. Le pare-brise du SUV de tête portait une légère fissure due à l'impact soudain, mais toute l'attention se tourna vers la femme maintenant étendue, froissée, sur le bord de la route. La poussière s'accrochait à sa peau, et un filet de sang coulait sur son front, tachant sa joue et s'accumulant à sa tempe. Ses bras gisaient immobiles. Son sac à main avait volé à quelques mètres de là, son contenu éparpillé sur la route. Des papiers, une photographie et un téléphone éteint. Le président Desmond Vincent était assis dans la troisième voiture du convoi, ignorant ce qui venait de se passer jusqu'à ce que son véhicule s'arrête brusquement. Ses yeux, auparavant concentrés sur un dossier diplomatique classifié, se tournèrent vers son aide de camp qui criait dans un talkie-walkie. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave. Il ouvrit brusquement la portière avant que ses gardes ne puissent l'arrêter et sortit. « Monsieur le Président, s'il vous plaît, ce n'est pas sûr. » Collins, son assistant personnel, l'appela en le poursuivant. Mais Desmond marchait déjà d'un pas rapide vers la foule qui se formait près du bord de la route. Il avait une présence imposante, grand, impeccablement vêtu d'un costume bleu foncé avec une cravate en soie qui flottait maintenant au vent. Le bruit s'estompa alors que sa présence provoqua des halètements de la part des badauds qui le reconnurent instantanément. « C'est le président » a crié quelqu'un. Mais Desmond ignora les regards. Ses yeux étaient fixés sur un petit corps gisant immobile dans la poussière. Quand il arriva sur les lieux, le service de sécurité formait déjà un périmètre autour de la femme, mais il les bouscula. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, sa voix basse mais urgente. « Elle a juste traversé la route, monsieur, » balbutia le chauffeur, encore secoué. « Nous avons essayé de nous arrêter. Mais elle ne nous a pas vus. » Desmond s'agenouilla à côté de la femme, le cœur battant. Pendant un instant, tout son s'estompa. Elle respirait, mais à peine. Il a observé chaque détail d'elle, meurtrie, inconsciente et d'une immobilité déchirante. Sa peau était chaude, mais son visage portait des signes de fatigue au-delà du physique. Il y avait une tristesse obsédante en elle, même dans cet état, comme si elle portait une douleur bien avant ce moment. Les mains de Desmond tremblaient légèrement alors qu'il tendait la main pour vérifier son pouls,
soulagé de sentir le rythme faible mais régulier sous sa peau. Quelque chose s'agita en lui, un instinct viscéral qu'il avait appris à ne jamais ignorer. Il faut l'emmener à l'hôpital. Maintenant, dit-il en se relevant. Collins courut derrière lui, à bout de souffle. Monsieur, et la réunion d'urgence? Les diplomates sont déjà réunis à la maison d'État. Desmond se tourna vers lui, les yeux féroces de résolution. Lesla. L'urgence, c'est maintenant. Collins cligna des yeux, stupéfait. Mais monsieur, je vous ai donné un ordre, trancha Desmond. Dites-leur que nous reprogrammerons. Cette femme a besoin d'aide, et je ne la laisserai pas ici comme ça. Les agents de sécurité se sont empressés d'obéir. Un officier médical de l'équipe d'urgence du convoi s'est agenouillé pour évaluer les blessures pendant qu'on appelait une civière. Le véhicule de Desmond a été repositionné, sa porte grande ouverte. La foule avait maintenant considérablement grossi, les téléphones clignotant, certains essayant d'enregistrer. Mais ils ont été rapidement repoussés par les soldats. Le nom de la femme était encore inconnu, mais quelque chose en elle avait percé la façade professionnelle de Desmond. Il la regarda être délicatement soulevée sur la civière, sa tête ballottant faiblement d'un côté. Alors qu'elle passait près de lui, une photographie glissa de son sac et tomba par terre. Desmond se pencha pour la ramasser. C'était une vieille photo de mariage. L'homme à côté d'elle lui semblait vaguement familier, mais Desmond écarta cette pensée. « Amenez-la à l'aile présidentielle de l'hôpital, merci général. Et assurez-vous que les médias n'entendent rien à ce sujet » a-t-il ordonné. Les gardes hochèrent la tête et se déplacèrent rapidement. Alors que Desmond remontait dans le SUV, Collins le suivit silencieusement. Le cortège fit demi-tour et repartit, à toute vitesse, non pas vers le palais présidentiel, mais vers un hôpital. Desmond ne regarda pas en arrière une seule fois. Le cortège présidentiel s'est arrêté à l'entrée de l'hôpital Général Merci, et les portes se sont ouvertes en grand avant même que les roues ne s'immobilisent. Des infirmières et des médecins, déjà alertés par la sécurité avancée, se sont précipités alors que Suzanne était transportée sur une civière. Le président Desmond Vincent est sorti du SUV, sa veste légèrement froissée, son visage crispé par l'inquiétude. Il se déplaçait avec détermination, suivant la civière à travers les couloirs blancs immaculés, flanqué de ses principaux collaborateurs et de son service de sécurité. Ce n'était pas tous les jours que le président de la République entrait dans un hôpital et annulait des réunions internationales pour une inconnue. Pourtant, Desmond s'en fichait. Quelque chose chez cette femme, cette âme meurtrie et brisée, avait transpercé son extérieur gardé. Elle était plus qu'une simple victime d'un accident. Il y avait une histoire derrière son silence, et il avait l'intention de la découvrir. Suzanne a été transportée d'urgence aux soins intensifs, et Desmond a été conduit dans une salle d'attente privée, ses yeux ne quittant jamais les portes battantes. Collins a tenté une fois de plus d'aborder le sujet de la reprogrammation de la réunion diplomatique, mais Desmond a levé la main brusquement. Nous parlerons de cela plus tard. Pour l'instant, elle est la seule priorité. Après près d'une heure, un médecin d'âge moyen est sorti, enlevant ses gants. « Monsieur le Président » commença-t-il avec un signe de tête respectueux, elle est stable. Des fractures mineures et des contusions, mais rien qui ne mette sa vie en danger. Cependant, Desmond se pencha en avant. Cependant, quoi? Le médecin soupira. Elle a subi un traumatisme crânien, un léger édème interne. Rien de chirurgical, heureusement. Mais cela a entraîné une perte de mémoire temporaire. Les sourcils de Desmond se froncèrent. Vous voulez dire qu'elle ne se souvient de rien? Le docteur hocha la tête. Pas son nom. Pas d'où elle vient. Rien. C'est probablement temporaire, une amnésie post-traumatique. Elle pourrait récupérer en quelques jours ou semaines. Mais pour l'instant, elle est confuse et désorientée. Desmond traita lentement l'information, arpentant la pièce en silence. Perte de mémoire? Cela expliquait le vide obsédant dans ses yeux, même avant l'accident. Cela signifiait aussi qu'elle n'avait personne, aucun contact d'urgence, aucune adresse, aucune identité. Une femme perdue non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Nous la garderons ici pour le moment, poursuivit le médecin. Mais les patients comme elle ont besoin de stabilité, d'un environnement sûr. Les hôpitaux peuvent devenir accablants une fois que la presse s'en mêle. Desmond S.E. Tournever Collins. Préparer la villa présidentielle. Libérer une des suites d'invités.
Elle y récupéra sous surveillance complète. Collins le regarda, stupéfait. « Vous amenez une étrangère à la villa ?» Desmond ne sia pas. « Elle n'est plus une étrangère. Pas pour moi. » Le médecin a convenu que c'était inhabituel, mais finalement plus sûr. Desmond entra dans sa chambre, où elle gisait tranquillement, les yeux s'entr'ouvrant. Elle le fixa, ne reconnaissant pas l'homme qui se tenait au-dessus d'elle. « Vous êtes en sécurité, » dit-il doucement. « Ne vous inquiétez pas. Nous trouverons une solution ensemble. » Suzanne cligna des yeux une fois. Elle ne savait pas qui elle était. Mais pour la première fois depuis des jours, elle ressentit de nouveau de la chaleur. À l'extérieur de l'hôpital, les rumeurs avaient déjà commencé. Pourquoi le convoi présidentiel avait-il été redirigé? Pourquoi Desmond avait-il manqué une réunion internationale? Les spéculations allaient bon train dans les cercles de presse, mais personne n'avait de réponse. Et Desmond comptait bien garder les choses ainsi. Il a demandé à son attaché de presse de publier une déclaration vague sur un léger retard dû à des circonstances imprévues. À l'intérieur du SUV en route vers la villa, Suzanne était assise tranquillement à côté de lui, les yeux écarquillés alors qu'elle regardait le monde défiler par la fenêtre. Elle ne parlait pas. Elle ne posait pas de questions. Elle restait simplement assise en silence, tenant une couverture d'hôpital pliée contre sa poitrine comme un bouclier. Desmond lui jeta quelques regards et se fit une promesse silencieuse. Il la protégerait, découvrirait sa vérité et l'aiderait à guérir. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que le destin lui avait confié non seulement une responsabilité, mais un cadeau enveloppé de brisures, un cadeau qui allait bientôt réécrire le scénario de sa vie. La villa présidentielle avait vu des ambassadeurs, des membres de la royauté et des dignitaires du monde entier. Mais jamais auparavant ses portes ne s'étaient ouvertes pour une femme sans nom, sans mémoire et avec des ecchymoses sur la peau. Pourtant, alors que le convoi franchissait l'entrée en fer forgé et s'arrêtait dans la cour d'honneur, tout semblait juste. Suzanne fut délicatement aidée à sortir par le personnel médical qui lui était assigné, et Desmond ouvrit la voie à l'intérieur. Le personnel avait reçu l'ordre de la traiter avec le plus grand respect, mais personne ne savait qui elle était ni pourquoi le président lui portait un tel intérêt. Des chuchotements flottaient dans les couloirs, mais les ordres étaient les ordres. Une chambre était déjà prête, avec une literie blanche et douce, des rideaux dorés et un vase de roses fraîches sur la table. Suzanne marchait lentement, hébétée, comme si elle craignait de ne pas être à sa place. « C'est votre espace maintenant, » dit gentiment Desmond. « Vous êtes en sécurité ici. » Elle le regarda, mais ne répondit pas. Ses yeux parcouraient la pièce comme si c'était un rêve dont elle pourrait se réveiller à tout moment. Les jours passèrent, et bien que Suzanne restât silencieuse, des changements subtils commencèrent à apparaître. Elle cessa de sursauter quand quelqu'un lui touchait le bras. Elle a commencé à prendre des repas complets. Elle s'est même assise dans le jardin un après-midi et a regardé les oiseaux voleter autour de la fontaine. Desmond lui rendait souvent visite, parfois juste pour s'asseoir avec elle en silence. Il se sentait attiré par elle, cette femme mystérieuse aux yeux hantés et aux mouvements gracieux. Il ne connaissait même pas son nom, mais sa présence remplissait la villa d'une manière qu'aucun conseiller politique ou membre du personnel n'avait jamais fait. Elle demandait peu. Elle ne se plaignait de rien. Parfois, elle se regardait dans le miroir, essayant de reconstituer la femme qui lui faisait face. Un matin, elle demanda doucement, « Suis-je toujours aussi silencieuse ?» Desmond sourit. « Je pense que vous avez une tempête à l'intérieur. » Elle se repose juste pour l'instant. Ses lèvres se courbèrent légèrement, le premier soupçon de sourire qu'il avait vu. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. C'est paisible. Tandis que les blessures physiques de Suzanne guérissaient, Desmond se surprit à changer lui aussi. Il avait toujours été un homme d'horaire, de pouvoir et de politique. Mais maintenant, il attendait avec impatience le thé tranquille partagé dans le jardin, les promenades dans la cour de la villa, les moments où elle demandait soudain « Pourquoi cette chanson me semble-t-elle familière ?» Et il s'asseyait simplement avec elle, laissant son esprit vagabonder. Il a demandé au médecin du palais de la contrôler régulièrement, et le psychologue a confirmé que l'esprit de Suzanne essayait lentement de se reconnecter avec son passé. Mais qu'est-ce qui avait causé le traumatisme? Desmond n'a pas insisté. Il savait que la mémoire reviendrait quand elle serait prête. Jusque-là, il offrait simplement ce qui lui avait été refusé pendant si longtemps, la douceur. Derrière les murs du palais, une femme inconnue retrouvait la paix. Sa voix revint lentement. Ses mains ne tremblaient plus.
Elle a commencé à fredonner en se baignant, et une fois, elle a même ri pendant le petit déjeuner. Desmond observait tout cela en silence, ne sachant pas ce que cela signifiait ni où cela menait, mais certain d'une chose, sa douleur était plus profonde qu'une blessure physique. Elle n'avait pas seulement été heurtée par un convoi. Elle fuyait quelque chose bien avant l'accident, et bien qu'il ne connaisse pas encore son histoire, il savait qu'elle n'était pas terminée. En fait, quelque chose lui disait que cela ne faisait que commencer. Cela a commencé par de petites choses, des moments si subtils que la plupart les auraient manqués. Un matin, Suzanne entra dans le salon de lecture alors que Desmond relisait son discours. Elle s'est arrêtée à l'entrée, le fixant comme si quelque chose en lui était familier. « Vous me rappelez quelqu'un » murmura-t-elle. Desmond leva les yeux et rit doucement. « J'espère que ce n'est pas un mauvais souvenir. » Elle sourit, ce même sourire doux et fugace qui lui serrait le cœur. Au cours des jours suivants, elle commença à poser plus de questions. Pourquoi y a-t-il des gardes devant chaque porte? Pourquoi tout le monde vous appelle monsieur? Desmond a pour l'instant éludé la vérité. Il voulait qu'elle se remette d'abord, qu'elle se sente à nouveau humaine avant d'être submergée par le statut et les titres. Disons simplement que j'ai un travail très prenant, disait-il. Elle accepta les réponses, mais sa curiosité grandit. Un soir, alors qu'ils se promenaient ensemble dans la cour sous les douces lumières des lanternes, elle tendit la main et prit son bras. Non pas romance, mais comme quelqu'un qui s'ancre en nos inconnus. Pourtant, le pouls de Desmond s'accéléra au contact. Desmond, un homme entraîné à contrôler ses émotions, commençait à perdre cette bataille. Il se surprenait à traîner près de sa chambre, à demander au chef ce qu'elle aimait manger, à ordonner au personnel d'apporter plus de fleurs de jasmin parce qu'elle avait dit un jour qu'elle sentait la paix. Quand elle dormait, il se tenait souvent à la porte, la regardant respirer, se demandant qui l'avait brisée si complètement. Il n'était pas idiot. Il savait que son affection grandissante était réelle. Ce n'était pas seulement de la pitié. Il y avait quelque chose chez Suzanne qui réveillait quelque chose d'enfoui en lui. Une tendresse, un désir. Et quand il la faisait rire, vraiment rire, c'était comme un rayon de soleil en hiver. Collins remarqua le changement et fit un jour la remarque. « Vous semblez différent ces derniers temps, monsieur. » Desmond ne le nia pas. Il hocha simplement la tête et dit « Je crois que je me souviens de ce que signifie s'occuper de quelqu'un. » Cette nuit-là, il s'assit près du lit de Suzanne alors qu'elle s'endormait, écartant une mèche de cheveux de son front et murmurant « J'espère que tu te souviendras bientôt de qui tu es. Mais même si ce n'est pas le cas, je crois que je le sais déjà. » Suzanne le sentit aussi, bien que son esprit ne soit pas entièrement revenu, son âme reconnut la bonté quand elle la vit. Et Desmond était bon. Pas le genre d'homme qui porte des costumes et prononce des discours, mais celui qui s'assoit à vos côtés quand vous êtes brisé et ne demande rien en retour. Elle se surprenait à chercher sa présence, à écouter ses pas, à sourire quand il entrait dans la pièce. Ses souvenirs restaient insaisissables, mais ses émotions, non. Elle se sentait en sécurité avec lui, vue, valorisée. Et même si elle ne connaissait pas son nom, elle savait ce qui lui faisait ressentir, chérie. Mais tard dans la nuit, elle pleurait parfois dans son sommeil, hantée par des rêves qu'elle ne pouvait expliquer. Desmond ne la réveillait jamais. Il s'asseyait simplement à ses côtés, lui tenant la main jusqu'à ce que la tempête passe. Le personnel du palais remarqua un changement. La femme autrefois silencieuse s'épanouissait. Le président autrefois intouchable s'adoucissait. L'air dans la villa semblait différent maintenant, comme si quelque chose de sacré se déroulait derrière ces portes closes. Et bien que personne n'osât le dire à voix haute, tout le monde le voyait. L'amour était en train de fleurir. Pas le genre dramatique chanté dans les ballades, mais le genre calme et guérisseur qui grandit lorsque deux cœurs blessés trouvent refuge l'un dans l'autre. Mais aucun d'eux ne connaissait la tempête qui les attendait encore, car tandis que la mémoire de Suzanne commençait à vaciller comme une bougie dans le vent, la vérité de son passé attendait. Et c'était plus proche que quiconque ne l'imaginait. La journée a commencé comme les autres, avec la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres de la villa et l'odeur de jasmin flottant dans les couloirs, mais quelque chose semblait différent. Suzanne se réveilla avant que le personnel ne puisse frapper, le cœur battant à cause d'un rêve dont elle ne se souvenait pas. Sa respiration était lourde, ses paumes moites. Elle s'assit sur le bord du lit, clignant des yeux à plusieurs reprises, comme si son esprit essayait de se connecter à quelque chose juste hors de portée. Une chanson jouait doucement à la radio de la cour, et pour une raison quelconque, la mélodie lui serra la poitrine.
Elle serra les bords du matelas et murmura « Daniel ». Le nom est venu sans prévenir. Elle ne savait pas d'où il venait. Sa tête pulsa, et une vague de vertige suivit. Elle se leva en chancelant et se dirigea lentement vers le miroir. En regardant son reflet, elle murmura à nouveau le nom « Daniel ». Cela semblait étrange, amer sur sa langue, mais réel. Elle ne comprenait pas comment elle le connaissait, seulement qu'il appartenait à quelqu'un qui avait autrefois compté. Desmond entra dans la pièce quelques minutes plus tard, souriant chaleureusement comme toujours. Mais quand il vit l'expression troublée sur son visage, il s'arrêta. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, la voix douce. Suzanne se tourna lentement vers lui. « Je me souviens du nom. Daniel. » Le visage de Desmond ne changea pas, mais son cœur s'accéléra. Il s'est approché, lui prenant doucement la main. « Daniel, tu te souviens qui il est ?» Elle a secoué la tête. « Pas exactement. Mais quand je l'ai dit, ça a fait mal. Comme si on me serrait la poitrine. » Desmond la guida vers le canapé. « C'est bon. Ne force pas. Les souvenirs reviennent quand ils sont prêts. » Elle hocha la tête mais continua de fixer le vide. Ce nom avait déclenché quelque chose. Une porte s'était entr'ouverte, et derrière elle se trouvait la douleur, faible, mais indéniable. Plus tard dans la soirée, elle a demandé à Desmond s'il croyait aux signes. Quand il a hoché la tête, elle a dit doucement. « Alors je pense que je commence à me souvenir pourquoi j'étais dans la rue ce jour-là. » Au cours des jours suivants, d'autres fragments sont revenus, comme les morceaux brisés d'un miroir autrefois entier. Une voix qui crie. Un rire, froid et cruel. Les mots, stériles et inutiles, résonnant dans un grand couloir. Le rouge à lèvres d'une femme se moquant à travers un sourire. Le flash d'une main la poussant. Et une maison. Une grande maison avec des carreaux blancs et des murs vides. Elle a griffonné ces choses dans un cahier que Desmond lui avait donné, ne sachant pas comment elles étaient liées, mais certaines qu'elles étaient réelles. Desmond a tenu sa promesse de ne pas la presser. Mais en privé, il a demandé à Collins de commencer à retrouver toute personne nommée Daniel qui pourrait être liée à son passé. Suzanne, pendant ce temps, commença à dormir moins, fixant le plafond la nuit, son esprit un champ de bataille entre la mémoire et le silence. Les flashbacks devenaient de plus en plus forts. Elle a commencé à entendre le nom de Ruth. Cela venait en rêve. Ruth Bryant. Ruth se moquant. Et finalement, Suzanne, criant alors qu'une porte claquait. Un matin, elle s'est redressée et a halté. « Il a divorcé de moi. » C'était la première phrase claire que sa mémoire lui avait donnée. Le matin était calme, avec ce genre de silence qui exigeait l'attention. Des oiseaux gazouillaient faiblement en arrière-plan, et la brise bruissait dans le jardin du palais où Suzanne était assise sur le banc de pierre, les doigts étroitement entrelacés sur ses genoux. Elle n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente. Son esprit avait été plein, hanté, agité et implacable. Pendant des semaines, elle avait vécu entre les murs de la villa présidentielle comme un mystère délicat, ses souvenirs dansant juste hors de portée. Mais maintenant, ils étaient revenus. Pas tous en même temps, mais morceau par morceau, comme la pluie s'infiltrant lentement dans un sol sec. Et maintenant, elle était prête. Elle devait le dire à voix haute. Chaque détail, chaque moment honteux, chaque once de douleur. Elle avait tout gardé à l'intérieur trop longtemps, et s'il devait y avoir la paix, elle devait commencer par la vérité. Quand Desmond entra dans le jardin et la vit assise tranquillement, il sut instinctivement que ce n'était pas juste une autre conversation. « Je me souviens de tout maintenant », dit-elle avant qu'il ne puisse lui demander comment elle allait. Sa voix était égale, mais ses yeux racontaient une autre histoire, remplie de poids, de chagrin et de la douleur de ce souvenir de blessure qui commençait à peine à cicatriser. Desmond n'interrompit pas. Il s'assit simplement à côté d'elle et attendit. Suzanne prit une profonde inspiration et commença. « Mon nom est Suzanne James. J'étais mariée à un homme nommé Daniel. Daniel James. Nous avons été mariés pendant 5 ans. » Ses mains tremblaient pendant qu'elle parlait, mais sa voix restait ferme. Au début, je pensais que nous étions amoureux. Mais j'étais la seule à essayer. Daniel était froid, distant. Avec le temps, il est devenu pire. Je ne pouvais pas lui donner d'enfant, et il ne m'a jamais laissé l'oublier. Sa voix se brisa légèrement au mot « enfant », mais elle continua. Il m'a blâmé. Publiquement. In private. Il m'a fait sentir que je n'étais rien. Suzanne fixa l'herbe sous ses pieds comme si le sol lui-même avait été témoin de son histoire. Il a commencé à voir quelqu'un d'autre. Une femme nommée Ruth.
Odysseus. Impitoyable. Elle m'a détesté dès l'instant où elle est entrée dans nos vies. Ils ont tous les deux fait des choses que je n'arrive toujours pas à croire. Ils se sont moqués de moi lors des dîners. Ils m'ont traité de stérile. Ils m'ont traité d'inutile. Un jour, Ruth m'a versé du vin dessus lors de notre fête d'anniversaire et Harry. Ses mains se crispèrent encore plus. Puis un jour, il m'a signifié les papiers du divorce. Dans notre salon, avec Ruth à ses côtés. Elle portait ma robe de chambre et m'a traité de femme ratée. Ils ont tous les deux ri. Je l'ai supplié. Je l'ai supplié de ne pas mettre fin au mariage. Mais il a dit qu'il avait assez attendu, que je n'avais rien à offrir. Sa voix était plus calme maintenant, presque détachée. Il m'a mise à la porte. Avec rien. Pas même un plan. J'ai erré dans les rues. Sans but. Perdu. Et c'est là que c'est arrivé. Je suis entré sur la route. Et votre convoi m'a heurté. Pendant un long moment, elle ne dit plus rien. Sa confession flottait maintenant dans l'air comme une épaisse fumée. Elle ne pleurait pas. Elle n'en avait pas besoin. Le chagrin dans ses paroles parlait plus fort que n'importe quelle larme. C'est la vérité, murmura-t-elle enfin. C'est ce qui m'a amené ici. Pas le destin. Pas la coïncidence. Juste la douleur. Une douleur profonde et creuse. Elle ne regarda pas Desmond. Elle n'attendait ni pitié ni réaction. Elle n'avait pas raconté l'histoire pour recevoir quoi que ce soit en retour. Elle l'a racontée parce qu'elle en avait besoin. Parce que la femme qui était entrée dans la villa sans mémoire s'était enfin souvenue de qui elle était, et elle n'avait plus peur de le dire à voix haute. Le silence qui suivit était lourd, mais il n'était pas vide. Il était sacré. Parce que finalement, après toute la honte, Suzanne avait retrouvé sa voix. Desmond se tenait sur le balcon de ses appartements privés, les yeux fixés sur l'horizon lointain, où le soleil jetait une lueur dorée sur la capitale. Le poids de la révélation de Suzanne pesait sur sa poitrine comme une pierre. Pendant des jours, il n'avait rien dit, laissant son histoire s'installer dans le silence entre eux. Mais dans ce silence, une décision s'était formée. Il avait pris sa décision, non par pitié, mais par amour. Suzanne n'était pas une femme à plaindre. C'était une femme à honorer. Elle avait enduré l'humiliation, le rejet et la trahison, mais elle se tenait avec une force tranquille que peu pouvaient égaler. Desmond était un homme qui avait commandé des nations, s'était tenu devant des parlements et avait navigué dans des tempêtes politiques. Mais rien ne l'avait préparé à la profondeur de son amour pour la femme qui gisait autrefois, meurtrie et sans nom, dans ses bras. Il s'était fait le vœu le jour où elle avait été heurtée, il la protégerait. Maintenant, il était prêt à faire plus que la protéger. Il allait en faire sa femme. Suzanne a été stupéfaite lorsque Desmond a fait sa proposition. Il ne s'est pas agenouillé, n'a pas sorti une bague tapant accent grave l'œil, ni créé une scène dramatique. Au lieu de cela, il lui a simplement pris les mains un après-midi tranquille et a dit « Épouse-moi, non pas comme un symbole, non pas comme un secret, mais comme un nouveau départ. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle le fixa, non pas parce qu'elle ne voulait pas dire oui, mais parce qu'elle n'avait jamais imaginé qu'on lui demanderait sa main par amour. Elle était habituée à être tolérée, utilisée et plainte, pas choisie. Et pourtant, le voici, l'homme le plus puissant du pays, lui offrant son nom, sa maison et son cœur. Elle hocha lentement la tête, les yeux embués d'incrédulité. « Oui, murmura-t-elle. Mais faisons-le discrètement. » Desmond accepta. Il n'y aurait pas de presse, pas de frénésie publique. Ce n'était pas un mariage pour les gros titres, c'était un lien né de la Restauration. En une semaine, la cérémonie a été organisée dans la chapelle à l'intérieur de la villa. La chapelle était calme, ornée de lys et de doux rideaux ivoire. Un prêtre de confiance, 2 hauts fonctionnaires comme témoins, et Collins se tenait discrètement près de la porte. Suzanne a descendu l'allée dans une robe blanche fluide, simple et élégante. Ses cheveux étaient coiffés en douces ondulations, et un voile modeste flottait derrière elle. Desmond attendait à l'hôtel, vêtu d'un smoking bleu marine classique. Quand leurs regards se sont croisés, la pièce a disparu. Pas de passé, pas de douleur. Just a moment. Ils échangèrent leurs vœux, la voix de Desmond ferme, celle de Suzanne douce mais claire. « Je jure de te protéger, non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton esprit, » dit Desmond. « Je jure de ne jamais te faire taire, » répondit Suzanne. Quand ils furent déclarés mari et femme, Desmond l'embrassa doucement, tenant son visage entre ses 2 mains comme pour l'ancrer dans ce nouveau chapitre. Il n'y eut ni acclamation,
ni applaudissements. Juste la paix et le sentiment que quelque chose de sacré avait été retrouvé. Après la cérémonie, Suzanne a été escortée jusqu'à sa nouvelle suite, autrefois réservée aux reines en visite. Elle ne marchait plus avec incertitude. Elle ne se sentait plus comme une invitée. Elle était maintenant la première dame de la République, et bien que le titre soit secret pour le moment, la confiance qu'elle portait était indéniable. Desmond a ordonné au personnel du palais de la traiter avec le plus grand respect, bien que personne n'ait été informé des détails. « Elle est ma femme », fut tout ce qu'il dit. Suzanne passa la nuit à regarder son alliance, s'émerveillant du tour que le destin l'avait pris. D'une femme abandonnée dans la rue à une femme maintenant protégée par le chef de la nation. Elle ne savait pas ce que demain apporterait, mais pour la première fois depuis des années, elle ne craignait plus l'avenir. Sa vie avait changé, et bientôt, le monde le verrait aussi. Les semaines passèrent, et chaque jour, la confiance de Suzanne s'épanouissait comme une rose embrassée par le soleil. Elle avait repris la peinture, une ancienne passion de son passé, et passait souvent des heures dans l'atelier d'art de la villa, créant des œuvres qui reflétaient sa guérison. Desmond aussi semblait plus léger. Il assistait toujours aux réunions du cabinet, signait des décrets et supervisait les affaires nationales. Mais ses sourires n'étaient plus réservés aux caméras. Ils étaient réels. Avec Suzanne à ses côtés, même discrètement, il se sentait complet. Puis vint le matin qui changea tout. Suzanne se réveilla avec des vertiges. Elle toucha à peine à son petit déjeuner. Le personnel s'inquiéta et Desmond appela le médecin du palais. Après un bref examen et plusieurs tests, le résultat arriva avec un léger coup à leur porte privée. « Monsieur le Président, dit prudemment le médecin, votre femme, elle est enceinte. » La main de Suzanne vola à sa bouche, ses yeux grands ouverts d'incrédulité. « Je pensais que je ne pouvais pas, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Desmond la prit dans ses bras, la serrant fort. « Tu peux. Tu le es, dit-il, presque à bout de souffle de joie. Le médecin expliqua que le stress et le traumatisme psychologique auraient pu affecter sa fertilité auparavant, mais maintenant, avec la paix et le repos, son corps avait répondu. Suzanne pleura, non de peur, mais de soulagement. Pendant des années, elle avait porté la honte d'être étiquetée comme stérile. La voix de Ruth résonnait dans sa tête. « Femme inutile, même ton utérus sait que tu n'es pas apte à être mère. » Mais maintenant, ce bébé en elle était la preuve que son corps n'avait jamais été brisé. Que Daniel avait eu tort. Qu'elle avait toujours été entière. Desmond a donné des instructions strictes pour garder la grossesse secrète. Non seulement pour des raisons politiques, mais pour la sécurité et la tranquillité de Suzanne. Il a fait des changements dans la villa pour assurer son confort. Ses repas étaient soigneusement planifiés. Une équipe de maternité privée a été constituée. Il a même fait rénover son atelier d'art pour assurer une bonne circulation de l'air et une lumière naturelle. Suzanne a commencé à rayonner. Elle n'assistait toujours pas aux fonctions publiques, mais sa présence au sein de la villa est devenue une force tranquille. Le personnel ne chuchotait plus, il s'inclinait. Bien que le monde ne le sache pas encore, entre ses murs, Suzanne était respectée, honorée et adorée. Desmond la protégeait farouchement, s'assurant que son nom ne soit jamais lié au sien dans aucun document public, pour l'instant. Quand le moment sera venu, lui a-t-il promis, ils verront qui tu es. Suzanne n'avait pas besoin que le monde le sache immédiatement. Elle avait attendu si longtemps juste pour être heureuse. Un enfant, une vraie famille, c'était suffisant, pour l'instant. Pourtant, quelque part au fond d'elle, Suzanne savait que le passé n'avait pas complètement lâché son emprise. Son silence était une force, oui, mais c'était aussi de la prudence. Parce que les mêmes personnes qui l'avaient écrasé une fois, Daniel et Ruth, vivaient encore bruyamment dans le monde extérieur. Et la femme qu'il pensait perdue pour toujours était non seulement vivante, mais attendait maintenant un enfant qui secourait les fondations même de leur orgueil. Ce qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire, c'est à quel point leur chemin se croiserait à nouveau bientôt. Car le destin, comme la vérité, n'attend pas éternellement, il trouve son moment. Et il frappe avec une précision parfaite. C'était un après-midi inhabituellement calme à la villa, avec une pluie fine tapotant doucement contre les fenêtres et l'odeur du thé fraîchement infusé flottant dans les couloirs. Suzanne était blottie dans un fauteuil à oreilles dans le bureau, perdue dans un roman, tandis que Desmond examinait une liasse de notes de politique de l'autre côté de la table. Collins entra dans la pièce avec son efficacité silencieuse habituelle, une enveloppe dorée reposant soigneusement dans sa main. « Monsieur »
Ceci vient d'arriver. Marqué personnel et urgent. Desmond haussa un sourcil et prit l'enveloppe, dont le poids et le design signalaient immédiatement quelque chose d'important. Il l'ouvrit et déplia la carte soigneusement écrite à l'intérieur. Ses yeux parcoururent silencieusement le contenu, mais le changement subtil de son expression attira l'attention de Suzanne. Elle ferma lentement son livre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix prudente. Desmond lui tendit la carte sans un mot. Ses yeux se posèrent sur l'invitation. C'était une invitation officielle au gala annuel de l'Alliance présidentielle des affaires et de la culture, l'un des événements les plus prestigieux du pays, auquel assistaient des politiciens, des délégués internationaux, d'influents magnats des affaires et des personnalités notables des médias. L'invitation était adressée à Son Excellence, le président Desmond Vincent et son invité. L'expression « et son invité » était écrite à l'encre dorée fluide, mais quelqu'un avait ajouté une note manuscrite en dessous. Nous espérons rencontrer la charmante femme dont nous avons entendu dire qu'elle apporte tant de grâce à la villa. Suzanne lut les mots lentement, son cœur s'accélérant à l'implication subtile. Le monde ne savait toujours pas qu'elle était mariée à Desmond. Pour la plupart, elle n'était qu'une présence discrète en arrière-plan, quelqu'un que l'on voyait mais dont on ne parlait pas. Cette invitation semblait suggérer que les gens commençaient à la remarquer. Peut-être les avaient-ils vus ensemble de loin. Peut-être que des rumeurs avaient commencé. Ou peut-être que le monde commençait tout juste à tourner à nouveau les yeux vers elle. Desmond l'observait attentivement. Il ne dit rien au début. Son visage était impassible, calme comme toujours, mais il y avait une tension indéniable dans sa mâchoire. Il a mis de côté le reste de ses papiers et s'est penché en avant. « Nous ne sommes pas obligés d'y assister, » a-t-il dit. « C'est facultatif. J'en reçois tous les ans. » Suzanne garda les yeux sur l'invitation. Les mots brillaient légèrement sous le lustre de la pièce, et son esprit se mit à tourner. Le gala. Une salle remplie de ces mêmes personnes qu'il avait autrefois méprisées, ou au mieux, ignorées. Un monde auquel elle avait autrefois appartenu, bien que toujours dans l'ombre de Daniel, jamais de son propre droit. Elle se demanda brièvement s'il serait là. Ruth, Daniel. S'ils continuaient à gravir l'échelle sociale, cet événement leur serait irrésistible. La pensée lui serra la gorge. Elle plia soigneusement la carte et la posa sur la table. « C'est juste une invitation. » dit-elle doucement. « Rien de plus. N'est-ce pas ?» Desmond hocha la tête. « Juste une invitation. » Et pourtant, son poids resta dans la pièce longtemps après que l'enveloppe ait été mise de côté. Colin sortit, le moment étant passé, mais Suzanne ne retourna pas à son livre. Elle resta assise en silence, regardant la pluie par la fenêtre. Elle pensa au chemin qui l'avait menée ici, si loin du jour où elle avait été jetée à la rue comme un déchet, et pourtant si proche d'affronter ceux qui l'avaient fait. Elle ne savait pas si elle était prête. Elle ne savait même pas s'ils iraient. Mais l'invitation était arrivée. Et parfois, l'arrivée d'une seule enveloppe suffisait à faire basculer l'équilibre du destin. Dehors, la pluie s'intensifia légèrement, tambourinant contre la vitre comme un roulement de tambour lent et progressif. Suzanne tendit la main vers son thé mais ne le but pas. La tempête n'était pas encore arrivée. Mais maintenant, elle savait qu'elle approchait. C'était une soirée relativement calme dans le nouvel appartement loué de Daniel James quand la sonnette retentit. Le son résonna dans l'espace moderne mais modeste, bien loin du manoir qu'il partageait autrefois avec Suzanne. Le style de vie somptueux s'était légèrement estompé, mais Ruth avait insisté pour qu'il garde les apparences. Après tout, pour le monde extérieur, ils étaient toujours un couple puissant, élégant, connecté et envié. Ruth, drapée dans une robe de chambre en soie, se dirigea nonchalamment vers la porte en ajustant son bracelet en or. « Ce doivent être les chaussures de créateur que j'ai commandées, » dit-elle avec un sourire malicieux. Mais quand elle a ouvert la porte, ce n'était pas un livreur tenant des sacs de course. C'était un coursier officiel en costume noir, tenant une enveloppe bordée d'or scellée d'un écusson. « Invitation pour Monsieur Daniel James et Mademoiselle Ruth Hacan », annonça l'homme d'un ton sec avant de la lui remettre et de disparaître dans le couloir. Ruth haussa un sourcil, intriguée. « Ça a l'air sérieux. » Daniel est entré de la cuisine, sirotant un verre de vin. Il a pris l'enveloppe, l'a examinée et a sifflé doucement. Gala national de l'Alliance des affaires et de la politique. A-t-il lu à voix haute? Invitation exclusive. Code vestimentaire, elite. Lieu, grande salle d'État.
Les yeux de Ruth s'illuminèrent d'excitation. Elle lui arracha la carte des mains et la parcourut rapidement. « Enfin, un événement digne de notre présence », déclara-t-elle, s'imaginant déjà les flashs des appareils photo et les regards envieux. « Sais-tu combien de contacts nous pouvons nous faire ici ?» Daniel hocha la tête. Sa société avait récemment perdu un investisseur majeur, et bien qu'il ne l'ait pas avoué à Ruth, les choses n'étaient pas aussi stables qu'elles le paraissaient. Ce gars-là pourrait être une opportunité de réseauter, d'impressionner et peut-être de sauver sa réputation. « Ça fait un moment que nous n'avons pas été vus sur une si grande scène, » dit-il. « C'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. » Ruth arpentait déjà la pièce, choisissant mentalement sa tenue. « J'aurais besoin d'une robe sur mesure. Rouge, audacieuse. Je veux que chaque femme présente me déteste au premier regard. » Daniel gloussa, posant son verre sur le comptoir. « Tant qu'il ne nous déteste pas à la fin de la soirée, vas-y. » Mais au fond de lui, quelque chose le tiraillait. Un étrange malaise. Il avait assisté à cet événement plusieurs fois auparavant, avec Suzanne. Et tandis qu'elle s'était toujours fondue dans le décor avec sa grâce discrète, Daniel se souvenait à quel point elle était devenue respectée parmi les épouses de politiciens et les femmes de la haute société. Silencieuse, oui, mais admirée. Pendant un instant fugace, il se demanda où elle était, si elle était même en vie. Il n'avait jamais eu de nouvelles après l'avoir mise à la porte. Et ça lui allait. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Ruth, quant à elle, était entièrement plongée dans la planification. « C'est notre retour », a-t-elle déclaré. « Nous allons leur montrer qui mène la danse maintenant. » La salle de bal scintillait d'extravagance. Des lumières étincelaient depuis les lustres suspendus, une musique douce flottait dans l'air, et les verres s'entrechoquaient tandis que dignitaires et milliardaires échangeaient des amabilités. La crème de la société était exposée dans toute sa splendeur, vêtue de costumes sur mesure et de robes fluides qui scintillaient sous la douce lumière dorée. Suzanne, élégante dans une robe noire épurée qui épousait modestement sa silhouette, se tenait à côté de Desmond, saluant quelques invités étrangers. Son visage était serein, son maintien posé, mais on ne pouvait nier la confiance tranquille qu'elle dégageait désormais. Bien que la salle soit remplie de pouvoir, elle n'était plus la femme effacée désespérée d'appartenir. Elle appartenait. La force dans ses yeux le disait tout autant. Mais de l'autre côté de la salle de bal, Ruth l'avait déjà repérée, et cette force la faisait enrager. La voilà, Susan, la femme qu'elle pensait avoir disparu dans les caniveaux de la gosse. Vivante, rayonnante, et pire que tout, importante. Ruth plissa les yeux, ses lèvres se tordant en un rictus. Elle se tourna vers Daniel, qui se tenait à côté d'elle avec un air confus, fixant la direction de Suzanne. « Ça ne peut pas être elle, marmonna-t-il. »« C'est elle, » siffla Ruth, s'avançant déjà. « Et je vais lui rappeler exactement qui elle est. » Daniel a tenté de l'arrêter, mais Ruth a repoussé sa main comme si de rien n'était. Ses talons claquaient sèchement contre le sol en marbre alors qu'elle se dirigeait vers Suzanne avec l'arrogance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Plus elle se rapprochait, plus sa fureur bouillait. Suzanne avait l'air encore plus raffinée qu'elle ne s'en souvenait, sa posture royale, son sourire digne. Et cela exaspérait Ruth. Comment osait-elle? Comment osait-elle avoir l'air d'avoir gagné? Sans attendre un moment propice ou une présentation, Ruth s'est approchée et s'est immiscée dans l'espace de Suzanne. « Tiens, tiens, tiens », dit Ruth à voix haute, attirant l'attention de plusieurs invités à proximité. « Regardez ce que le vent a ramené. » Suzanne se tourna lentement, le visage calme, le menton légèrement relevé. Elle ne parla pas. Ruth Riddermeermet. Que s'est-il passé, Suzanne? Tu t'es faufilée par les quartiers des domestiques? Où est-ce que tu sers des canapés maintenant? Quelques personnes à proximité haltèrent doucement, faisant semblant de ne pas écouter tout en sirotant leur boisson. Honnêtement, continua Ruth, je ne t'ai pas reconnu au début. Tu es bien mise pour quelqu'un qui a été jeté à la rue comme un déchet. Sa voix était venimeuse, chaque mot taillé pour blesser. Susan resta immobile. Elle ne broncha pas. Elle ne répondit pas. Son silence irrita encore plus Ruth. Qu'est-ce qui ne va pas? Le chat a mangé ta langue? Ou attends-tu que quelqu'un te sauve comme avant? Ruth se pencha légèrement. Certaines femmes s'élèvent. D'autres pourrissent. Tu aurais dû rester cachée, Suzanne. Parce que rien de ce que tu portes ne peut couvrir ce que tu es. L'abus continua, implacable. Je veux dire, regarde-toi, ricana Ruth, tournant lentement autour de Suzanne. Tout endimanché dans une fierté d'emprunt.
Tu penses que te tenir à côté d'un homme puissant te rend puissante? Ce n'est pas le cas. Ça te rend pathétique. Toujours à t'accrocher aux hommes pour valider ton existence. La main de Suzanne se serra légèrement sur sa pochette, mais elle ne dit rien. Son silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la force. Mais Ruth l'a pris pour de la soumission. Tu es toujours stérile. Toujours oublié. Tu penses qu'entrer dans un gala change ça? Non. Tu es un fantôme, Susan. Un fantôme délavé dans une robe de soirée. Daniel se tenait à une courte distance, observant, ne sachant s'il devait intervenir. Mais Ruth était en mode attaque totale, sa voix dégoulinant de venin et d'arrogance. Autour d'eux, de plus en plus d'invités ont commencé à remarquer. Des chuchotements se sont répandus. Les téléphones se sont inclinés subtilement dans leur direction. Et Suzanne ne disait toujours rien. Elle n'avait pas à le faire. Car Ruth, dans toute sa grandiloquence, était en train d'écrire sa propre chute. La tension dans la salle de bal était palpable, silencieuse et aiguë. La voix de Ruth résonnait encore dans l'espace où la musique avait autrefois joué, et ses mots flottaient comme une odeur nauséabonde dans l'air. Les invités se tenaient à une distance polie, ne sachant s'ils assistaient à des commérages ou à une catastrophe se déroulant au ralenti. Suzanne resta figée sur place, baignée d'insultes cruelles, mais elle ne fléchit pas. Ses yeux, froids et maîtrisés, ne quittèrent jamais le visage de Ruth. Elle avait appris il y a longtemps que le silence pouvait être plus fort que les cris. Ruth, cependant, a pris son immobilité pour de la faiblesse. Sa fureur s'envenima à chaque instant où Suzanne ne réagissait pas. La même femme qu'elle avait moquée, brisée et chassée de son propre mariage se tenait maintenant devant elle, posée, royale et entourée d'invités puissants. Cela donnait à Ruth l'impression d'être petite. Et Ruth Atkin refusait de se sentir petite. « Tu penses que parce que tu es ici avec ces gens, tu comptes maintenant ?» cracha Ruth, sa voix s'élevant à nouveau. « Tu penses que tu es devenu quelqu'un? Ne te mens pas à toi-même, Suzanne. Tu n'es toujours rien. Tu ne seras toujours rien. » Quelques murmures s'élevèrent dans la foule, quelques invités jetant un coup d'œil vers la sécurité, ne sachant si une intervention était nécessaire. Mais Suzanne ne répondit toujours pas. Son silence était troublant, exaspérant. Et Ruth n'en pouvait plus. Son ego ne pouvait supporter l'indifférence. « Dis quelque chose. » cria Ruth. Espèce de misérable coquille vide. « Dis quelque chose. » Elle s'approcha, le corps tremblant de rage. Suzanne se détourna, juste légèrement, pour marcher ou pour respirer, personne ne pouvait le dire. Mais ce tournant subtil, ce refus gracieux de répondre au venin de Ruth, fut perçu par Ruth comme la plus grande des insultes. Et puis c'est arrivé. Sans prévenir, Ruth la poussa en avant. Fortement. Un hoquet de surprise collective s'échappa des spectateurs alors que Suzanne titubait en arrière, ses talons glissant sur le carrelage poli, et tombait dans la piscine décorative derrière elle. L'éclaboussure fut forte et violente, projetant de l'eau vers le haut comme un feu d'artifice. La pièce se figea. La musique s'arrêta brusquement. Tous les yeux se fixèrent sur la piscine où Suzanne refit surface quelques secondes plus tard, toussant et clignant des yeux à travers l'eau qui cascadait sur son visage. Sa robe élégante était trempée, collant à son corps comme une seconde peau. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, pendaient maintenant autour d'elle comme des cordes de soie noire. Mais même à ce moment-là, trempée, humiliée et prise au dépourvu, il y avait un calme étrange dans ses yeux. Elle ne cria pas. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement cligné des yeux pour chasser l'eau et à regarder Ruth, qui se tenait maintenant tremblante, non pas de peur, mais avec la prise de conscience écrasante qu'elle venait d'aller trop loin. Le silence dans la pièce était assourdissant. Les invités se tournèrent les uns vers les autres, choqués. Une femme à gauche a murmuré. « Est-ce qu'elle vient de la pousser ?» Une autre a levé un téléphone. Quelqu'un d'autre s'est précipité vers la sécurité. Daniel, toujours debout près du bar, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Il n'apparut cette fois. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La réalité de ce qui venait de se passer avait frappé tout le monde sauf Ruth, qui se tenait toujours là, les bras croisés, la poitrine haletante, comme si elle avait prouvé quelque chose. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait vraiment fait. Mais Suzanne, si. Elle sortit lentement de l'eau, les yeux fixés sur Ruth tout le temps. Et bien qu'aucun mot ne s'échappât de ses lèvres, sa présence trompée disait tout. Ce n'était pas la même Suzanne dont il se moquait. Cette Suzanne n'était pas brisée. Elle s'élevait. Et le jugement ne faisait que commencer.
Juste au moment où le silence dans la salle de bal devenait insupportable, les lourdes portes à l'autre bout s'ouvrirent, et le président Desmond Vincent entra avec son service de sécurité. Sa présence n'a pas seulement fait tourner les têtes, elle a commandé toute la salle au silence. Le calme est tombé comme un rideau. Des chuchotements se propagèrent en vagues alors que les invités murmuraient « Le président est là ». Il se dirigea d'un pas rapide vers le centre, où une foule s'était déjà rassemblée autour de la piscine. Ses yeux cherchaient avec urgence, son cœur battant à tout rompre. Puis il la vit, Suzanne, trempée de la tête aux pieds, debout à côté de la piscine, sa robe trempée collant à sa silhouette, son visage calme, fier et intact. L'image le transperça. Il serra les poings en se dirigeant vers elle, bousculant les invités qui murmuraient. La sécurité a commencé à faire de la place autour d'eux, mais Desmond n'a pas attendu. Il a enlevé sa veste de costume et l'a délicatement drapée sur ses épaules. « Ça va » demanda-t-il, la voix basse mais intense. Suzanne hocha la tête en silence, les lèvres pressées. Puis Desmond se retourna. Ruth se tenait à peine à 1 mètre de distance, les yeux écarquillés, la bouche bée. Elle regarda autour d'elle comme un animal acculé, incapable de comprendre pourquoi l'atmosphère avait changé. « Attendez, je ne savais pas qu'elle était avec vous, » balbutia-t-elle. « Je voulais juste. » Desmond leva une main, et elle cessa de parler. « Vous n'aviez pas besoin de savoir qui elle était pour vous comporter comme un être humain, » dit-il froidement. « Vous l'avez traitée comme un déchet. » Encore une fois. Il prit une inspiration, puis se tourna vers la salle, s'adressant à tout le monde. « Permettez-moi de vous présenter ma femme, Madame Susan Vincent, votre première dame. » Le choc qui éclata fut indescriptible. Les invités haltèrent. Des téléphones se sont levés en l'air pour capturer le moment. Plusieurs personnes se sont tournées pour regarder Ruth et Daniel avec une nouvelle horreur. La femme qu'ils avaient traitée de ratée était maintenant la femme la plus puissante de la pièce. La voix de Desmond porta plus loin maintenant. Cette femme, que certains d'entre vous ont autrefois ignorée, insultée ou moquée, est maintenant ma femme. Et je ne tolérerai aucun acte de violence ou d'humiliation publique contre elle, surtout pas de la part de ceux qui ont pris plaisir à sa souffrance. Suzanne se tenait tranquillement alors que la puissance du moment se propageait dans la salle de bal. Elle n'avait pas besoin de parler. Desmond était sa voix maintenant, et ses mots frappaient comme le tonnerre. Ruth se mit à trembler. « Je ne voulais pas » essaya-t-elle de nouveau, mais Desmond fit un geste vers les gardes. « Arrêtez-la » Ruth recula alors que 2 officiers la saisissaient par les bras. « Non, non, je ne savais pas » s'écria-t-elle. « Vous ne pouvez pas m'arrêter pour avoir poussé quelqu'un dans l'eau. » Desmond se tourna lentement. « Vous avez poussé la première dame. Sur une propriété fédérale. Pendant un événement d'État. » Il a déplacé son regard vers Daniel, qui était maintenant devenu pâle. « Et vous êtes resté là. Et vous avez ri. De la même manière que vous l'avez fait quand vous l'avez chassée de votre maison. » Daniel leva les mains. « Je ne l'ai pas touchée. Je ne savais pas qu'elle était votre femme. » Desmond ne broncha pas. Vous saviez qu'elle était une femme. Et vous l'avez traitée comme si elle n'était rien. Ça suffit. La sécurité, menada, Ruth et Daniel. Les téléphones ont capturé chaque instant. Ruth a crié alors qu'elle était traînée à travers la foule stupéfaite. Elle n'était rien. Elle n'était rien, a-t-elle crié, même si les larmes coulaient sur son visage. Daniel n'a pas résisté. Il marchait, honteux, la tête baissée. Et Suzanne, elle se tenait là, trempée, mais radieuse. Puissante. Vue. Applaudie. Les chuchotements qui la hantaient autrefois étaient devenus des halètements d'admiration. Elle n'était plus la femme suppliant aux pieds d'un homme. Elle était maintenant la première dame d'une nation. Et tout le pays venait d'assister au dévoilement d'une reine. La tempête médiatique qui a suivi le gala a été explosive. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont enflammés avec des hashtags. Hashtag Justice pour la première dame. Hashtag Susan Vincent. Et hashtag La piscine qui a révélé la vérité. Des millions de personnes ont regardé les images. La poussée de Ruth. L'ascension de Suzanne. La révélation de Desmond. Et les arrestations publiques. Les talk shows ont disséqué chaque seconde. Les experts juridiques ont débattu de l'accusation d'agression contre Ruth. Tandis que les féministes saluaient Suzanne comme un symbole de force. La presse a loué Desmond pour avoir soutenu si férocement sa femme. Mais plus que cela,
Ils ont célébré la femme qui avait enduré l'humiliation et était revenue plus forte. Des articles intitulés « La première dame » qu'ils appelaient stérile. Le silence de Suzanne était plus fort que les cris, ont fait la une des journaux. Pendant ce temps, dans leurs cellules séparées, Ruth et Daniel faisaient face à la froide réalité des choix qu'ils avaient faits. Le monde de Ruth s'est effondré presque instantanément. Ses contrats de sponsoring ont été révoqués. Les invitations ont disparu. Les clients ont annulé leurs contrats. Personne ne voulait être associé à la femme qui avait publiquement agressé l'épouse du président. De sa cellule, elle criait aux conspirations, insistant sur le fait que Suzanne s'était frayé un chemin jusqu'au sommet par la ruse. Mais plus personne ne la croyait. Ses avocats lui conseillèrent le silence. Sa famille cessa de répondre à ses appels. Et la nuit, quand les lumières s'éteignaient, Ruth restait assise dans l'obscurité, réalisant qu'elle s'était moquée jusqu'à tomber dans l'oubli. Elle n'était plus crainte ni enviée. Elle était simplement oubliée. Un méchant dans un clip, vidéo virale. Une chute de blague. Une leçon. La chute de Daniel, bien que plus discrète, n'en fut pas moins brutale. Il était assis dans ses vêtements de prison, la tête entre les mains, pensant à Suzanne. À la nuit où il l'avait traitée de stérile. À la façon dont elle l'avait supplié, les larmes aux yeux, ne demandant pas d'argent, pas de gloire, mais de l'amour. Et il avait ri. Il avait choisi Ruth. Il l'avait jetée comme un déchet, pour la voir s'élever au rang de première dame. Pire encore, elle était maintenant enceinte, un détail que Desmond a finalement révélé dans une déclaration officielle confirmant son rôle. Daniel s'est effondré en apprenant la nouvelle. La même femme qu'il avait déclarée incapable de porter la vie mettait maintenant un enfant au monde. Avec un homme qui la valorisait. La honte l'a complètement englouti. Il a écrit lettre sur lettre à Suzanne, implorant son pardon. Elle n'a jamais répondu. De retour à la villa, Suzanne se promenait dans le jardin où elle s'était autrefois assise, une femme brisée sans mémoire. Ses mains reposaient maintenant sur son ventre arrondi, son visage serein. Le monde avait changé, oui, mais le plus grand changement était en elle. Elle s'était pardonnée. Elle avait retrouvé son nom. Desmond marchait à ses côtés, leurs doigts entrelacés. « Aurais-tu jamais imaginé cela ?» demanda-t-il doucement. Susan Surratt. Pas dans mes rêves les plus faux. Mais j'ai arrêté de rêver il y a longtemps. Maintenant, je vis, tout simplement. Elle se tourna vers lui. Merci de m'avoir trouvé. Il secoua la tête. Tu n'as jamais été perdu. Ils ne pouvaient tout simplement pas te voir. Mais moi, si. Et sur ce, ils avancèrent, laissant derrière eux un monde qu'il avait autrefois brisé et entrant audacieusement dans un avenir qui honorerait à jamais son ascension. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? S'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.